Alors bonjour à tous, bienvenue sur cette petite vidéo du Devoir. Nous avons envie de discuter aujourd'hui de la série télé Handmaid's Tale, La Servante écarlate, tirée du roman de Margaret Atwood, écrit en 1985, mais qui, me semble-t-il, est fort pertinente encore en 2018. Je suis avec Aurélie Langto et Manon Dumais. Aurélie, chroniqueuse au Devoir, et Manon, journaliste culturelle au Devoir, qui couvre beaucoup la télévision et qui a écouté la série donc avec attention, pour le Devoir également. On va être bien content. Moi, c'est Philippe Papineau, journaliste culturel ici. J'étais encore hanté, j'ai pu voir la dernière émission hier. C'est une série qui ne laisse pas indifférent. Comment est-ce qu'elle vous a marqué, cette série-là, La Servante écarlate? Ben, la première saison, j'aurais pu la binge-watcher, comme on dit en français, et j'en ai été incapable. Après un épisode et demi, je m'arrêtais, ça me faisait trop mal. C'était trop difficile pour moi de tout gérer ça. Il y avait tellement... Ben, c'est toute la misogynie qui émane de cette série-là, la violence aussi faite aux femmes, mais pas seulement une violence physique, une violence psychologique. On les prie de leur nom, de leurs droits, de leur identité, puis ça devient complètement insupportable. Parce que dans le récit, il faut le préciser, c'est un espèce de monde parallèle, dystopique, où les femmes deviennent un rôle de matrice pour les enfants dans la société devenue assez infertile. Oui. Et donc les femmes ont un étrange rôle de servante et donc d'esclave, grosso modo, au service de l'avancement de ce qu'ils appellent Gilead, donc une partie des États-Unis, et même un peu sous ça, une espèce de secte qui revient chapeauter la société américaine. Ouais. Et ce qui est d'autant plus troublant dans la mesure où c'est une société qui est proche et semblable à la nôtre, et au fil de la série, on a des flashbacks de la transition vers cet état totalitaire qu'est Gilead. Et moi, de la même manière, non seulement j'ai pas été capable de l'écouter en rafale ou d'un trait comme j'écoute habituellement les séries, mais en fait, au départ, j'ai résisté, j'essayais, j'étais pas capable, je me disais non, je ne peux pas aller plus loin, puis même avec une espèce de frustration ou de colère en me disant j'ai pas besoin qu'on me montre ou qu'on m'exhibe à ce point une violence qui est faite aux femmes et qu'on sait qui par ailleurs existe. C'est pas vrai que je vais m'en servir comme divertissement, mais après je me suis dit qu'il y a dans cette série-là quelque chose qui est nécessaire de montrer et mettre en forme, justement parce que c'est quelque chose qui se passe dans un futur proche qui est évidemment dystopique et on est loin de là, surtout en Amérique du Nord, mais qui n'est pas complètement invraisemblable non plus, qui est en fait une réflexion, au-delà d'une réflexion sur la misogynie, qui est une réflexion sur le totalitarisme en fait, et comment ça peut jouer à l'encontre des femmes. Et pour cette raison-là, je pense que ça vaut la peine de persévérer, même si c'est éprouvant à regarder. Parce que ce qu'il faudrait rappeler, c'est que le roman a été publié en 1985 et au moment de l'écrire, Margaret Atwood était à Berlin, mais avant la chute du mur. Donc, elle était dans un monde où il y avait encore les traces d'un régime totalitaire. Et Margaret Atwood s'est beaucoup inspirée de la Nouvelle-Angleterre du 17e siècle, qui est sans doute l'époque la plus puritaine des États-Unis, mais aussi, elle a fait un contraste, c'est qu'au 19e siècle, ce même endroit-là, c'est la construction de l'Université de Harvard, donc c'est un endroit, c'est ça l'émancipation, donc cette espèce de dichotomie-là, et puis c'est ça qui est intéressant, parce que dans ce roman-là, justement, oui, on pourrait penser qu'on est toujours dans le bien et le mal, mais c'est pas ça, des deux côtés, c'est très, très nuancé. On peut pas complètement détester le personnage de Serena Joy, qui est l'épouse du commandant Fred Waterford. Et la même chose, on ne peut pas complètement détester la tante Lydia. Et puis même parfois, on peut... June, on va s'attacher à ce personnage-là, le personnage Alfred, qui est l'héroïne centrale. On va s'attacher à elle comme on s'attache à elle dans le roman. Mais par moment, on voudrait peut-être pas la taper, mais enfin, dire secoue-toi ma belle, un petit électrochoc, secoue-toi ma belle, sauve-toi. C'est intéressant, cette notion de nuance. J'avais appelé ça de l'hypocrisie, en quelque sorte, parce que c'est une chape de plomb imposée, mais que tout le monde, même ceux qui l'ont imposée, contournent. Il y a dans la première saison cette espèce de bordel qui existe pour les patrons, pour les commandants. Tante Lydia, à la fin, va donner son aide un peu au personnage de June. Quoi d'autre? Même Fred Waterford va aussi fricoter un peu avec la maîtresse de maison. Donc c'est beaucoup d'hypocrisie là-dedans. Mais je pense qu'il faut faire une distinction. Il y a évidemment, dans cette hypocrisie-là, on peut pas tout... je sais pas si je l'appellerais comme ça, mais en tout cas, dans ces espèces de transgressions
expressions-là, on peut pas toutes les mettre dans le même panier, au sens où on a ceux qui se préservent des espaces de privilèges et de liberté parce qu'ils sont dans une posture de domination dans l'espèce de nouvelle structure politique qui est celle de Gilead. Donc le commandant qui est capable d'avoir, et les hommes haut placés dans cette structure politique-là, qui ont accès à des bordels, à des espaces de liberté. Puis après, tu as toute l'autre catégorie qui est en fait les formes de résistance, qui est comment les personnes qui se trouvent tout au bas de la hiérarchie sociale, donc les servantes, les mères porteuses, mais aussi les domestiques, là, les femmes qui sont... Les martyrs, ouais, qui sont réduites à une condition qui est assez proche de l'esclavage domestique finalement. Comment est-ce qu'il y a des réseaux de résistance qui se créent et comment est-ce qu'il y a des formes de rébellion aussi qui s'organisent dans un contexte où, entendons-nous, c'est non seulement une dictature, mais c'en est une qui est particulièrement brutale et qui laisse vraiment aucun espace de liberté à ces sujets. Donc l'hypocrisie, moi je pense qu'il faut, c'est ça, il faut la distinguer parce qu'on a d'un côté une réelle hypocrisie et de l'autre une forme de résistance. Oui, de survie mentale aussi, parce qu'il y a beaucoup dans la série de ces plongées dans le contrôle total et ces portes de sortie de temps en temps. Les personnages réussissent à trouver des moments de bonheur, de liberté, de revivre leur vie d'avant. Et en fait, moi, ce qui est un personnage de la jeune Eden qui m'a beaucoup marqué parce qu'elle est née, ou pratiquement dans Gilead. Donc, elle était assez jeune pour savoir lire. Oui, vers la fin de la série, on comprendrait quelques pistes, mais quand même, une jeune femme de 15-16 ans qui donc... et là-dedans, je me suis dit, ça prend pas beaucoup de temps avant de faire changer une société. C'est ce qui m'a fait peur. C'est long, ça peut être long à en sortir, mais rentrer dans ce genre d'autoritarisme, de totalitarisme, ça me fait peur un peu pour C'est ça qui est troublant. C'est ça qui est troublant dans cette série-là, c'est qu'à travers les retours en arrière qu'on a au fil de l'intrigue, on voit comment progressivement la société américaine, dans ce cas-ci, s'est transformée en Gilead avec des petits pas vers la restriction de l'autonomie sexuelle et reproductive des femmes, vers le contrôle de leurs droits politiques également. Et puis, étant donné que les retours en arrière dans la société américaine telle qu'on la connaît, on voit que June, l'héroïne, avait déjà son enfant. On comprend que ça fait pas très longtemps parce que dans le présent, dans la série, ça fait 9 ou 10 ans. Elle était déjà née, donc on voit que ça ne fait moins qu'une génération. Et de l'autre côté, on a Eden, ce personnage qui arrive dans la 2e saison, qui est en fait la jeune mariée offerte au garde du corps de la famille Waterford. Au garde du corps de la famille Waterford, qui, elle, semble complètement endoctrinée. Elle a endossé ce mode de vie-là, elle veut bien faire, et on voit que c'est vraiment ça qui donne un sens à sa vie. Et on comprend que le basculement a été excessivement rapide, même s'il a été progressif et pas souvent. Mais à la fin du récit, on découvre quand même qu'elle tentait de comprendre. Là, je ne veux pas révéler quoi que ce soit, mais c'est ça, June va découvrir un objet qui a appartenu à la jeune fille. Elle va découvrir que cette fille-là, entre les lignes de la Bible, elle essaie de comprendre ce que Dieu a voulu dire. Parce que c'est ça, c'est un régime, en fait, très religieux. Et donc, et dans la religion, on explique bien peu de choses. Je pense au petit catéchisme de l'époque de mes parents où on dit qui est Dieu. Dieu est un mystère. Qu'est-ce qu'un mystère? Ça ne s'explique pas. Et la petite Eden a des questions et elle veut savoir parce qu'elle est prête, elle est endoctrinée, elle est programmée, je dirais même, mais on voit qu'il y a peut-être de l'espoir dans tout ça, que prise en charge par une autre personne, par une personne bienveillante, cette personne-là aurait pu lui ouvrir les yeux, lui dire tout ce qu'on te fait, tout ce qu'on te raconte, c'est mensonge. Quel impact peut avoir cette série-là? Je ne sais que là, on discute de ça, on réfléchit, on peut faire des traits sur les liens avec ce qui se passe aujourd'hui. On parlait du recul bon, puis le mouvement MeToo, et maintenant dans lequel tu faisais partie, et encore, est-ce qu'il faut ancrer ça dans la réalité de maintenant pour bien le vivre? Et c'est quoi la suite pour cette série-là? Je pense que ce qui est intéressant, ce qui rend la série d'autant plus pertinente et nécessaire, c'est le moment où elle est diffusée, tout particulièrement la saison 2. Et d'ailleurs, on a vu qu'il y avait des vases communicants entre ce qui était présenté dans la série et des mouvements sociaux réels. Je veux dire, dès le moment de la diffusion de la série, la première saison, ça coïncidait avec, grosso modo, l'arrivée en poste de Trump aux États-Unis. Tout de suite, on a vu des manifestantes, des militantes féministes arborer l'espèce d'uniforme des servantes écarlates pour militer, dénoncer certains reculs anticipés pour les droits sexuels et reproductifs aux États-Unis, mais pas seulement non plus, là, pour toutes les questions de violence sexuelle aussi. Et je crois que, évidemment, ce qu'on nous présente dans Handmaid's Tale, c'est une vision radicalisée de ce qui pourrait être.
les chances sont assez minces que les États-Unis se retrouvent dans une situation pareille d'ici 10 ans, là, disons-le. Toutefois, ça arrive à un moment où c'est vrai qu'il y a une menace sans précédent dans l'histoire, si on veut, moderne ou récente, sur les libertés, les droits politiques dont jouissent les femmes. Moi, il y a un élément dans la saison, je ne sais plus si c'est dans la saison 1 ou 2, et c'est pas, je gâche rien en disant ça, mais on voit que avant que Gilead devienne le régime officiel, les femmes doivent demander le consentement à leur mari pour avoir la pilule contraceptive. Et on voit à quel point c'est admis dans la routine du couple, dans le cas de June et son mari à ce moment-là. Et ce genre de petits pas administratifs vers la restriction des droits et des opportunités dont jouissent les femmes, ils arrivent déjà un peu partout, mais notamment dans la société américaine. Moi, cet élément-là me faisait penser à toute l'affaire Hobby Lobby il y a quelques années aux États-Unis, où en fait la Cour suprême des États-Unis a donné le droit aux entreprises de retirer l'assurance médicale à des femmes qui voudraient avoir des services de contraception. Et c'est là qu'on voit que les parallèles, ils sont troublants, ils sont réels. Est-ce qu'on s'achemine vers quelque chose comme Gilead? Je ne pense pas. Mais ça met énormément de choses en perspective et ça montre que le recul, il est réel et qu'il ne se fait jamais d'un coup. Ouais. Moi, je dirais que ce roman-là est un appel à la vigilance. Parce que autant le roman que les 2 saisons de la série, moi je reviens souvent au roman, mais bon, c'est ça, c'est un appel à la vigilance. Regardons ce qui se passe avec la montée de la droite religieuse, ou bien la droite tout court. En ce moment, on parle beaucoup de racisme, de ségrégation, et dans ce roman-là, comme dans la série, il y a ça, toutes les castes des gens, là, les Martha, les femmes qui sont infertiles ou trop vieilles, qui sont envoyées dans les colonies pour les éliminer. Mais aussi, c'est que la série, oui, je disais tout à l'heure que c'était très inspiré de la Nouvelle-Angleterre du 17e siècle, mais il y a quand même des faits dans cette série-là qui sont toujours d'actualité. Je pense à ces robes qui couvrent tout le corps de la femme, l'excision du clitoris, bon, comme Aurélie parlait aussi, la contraception. En ce moment, Margaret Atwood est en train de militer pour que les Argentines aient droit à l'avortement. Et donc, c'est ça, c'est un appel à la vigilance. C'est pas... Margaret Atwood, quand elle a écrit ce roman-là et quand elle a poursuivi justement l'écriture du roman à travers la 2e saison, elle n'avait pas la prétention de prédire le futur. C'est juste, faites attention, on pourrait perdre nos ex. J'avais beaucoup remarqué quand même, c'est au cœur de la chose, mais cette idée de la maternité qui fait partie un peu des sujets dont on a abordé, mais qui est quand même très précisément qui est le cœur de la chose, et puis donc les femmes dans Gilead, plusieurs sont infertiles, donc celles qui peuvent avoir des enfants sont mis sur un piédestal, mais donc ce rapport-là à la maternité est aussi, et à l'infertilité, c'est un rapport aussi intéressant pour notre société, la valeur qu'on donne aux enfants et aux femmes enceintes, ne serait-ce. Ben, tu sais, la fertilité a toujours été à la fois un outil pour déifier la femme, mais aussi pour l'opprimer. Ça, ben, ça traverse l'histoire religieuse, ça traverse l'histoire des civilisations, de notre civilisation occidentale également. L'idée étant que la femme, parce qu'elle jouit du pouvoir de reproduction, véhicule, bon, dans le cas du discours religieux, véhicule aussi un certain nombre de péchés, mais véhicule aussi, si on regarde par exemple dans l'histoire du capitalisme, véhicule aussi la capacité de reproduire la force de travail. Et pour cette raison-là, la faculté reproductive chez la femme a toujours été un instrument de son oppression. À la fois la reconnaissance d'un privilège, de quelque chose qui lui est propre, mais à la fois une raison pour l'opprimer, pour contrôler son corps. Et bon, évidemment, on pourrait faire toute la critique religieuse que suggère Handmaid's Tale, qui est importante aussi, mais je pense qu'on n'a pas besoin de la religion pour avoir cette réflexion-là aussi sur la façon dont le contrôle du corps et de la fertilité des femmes peut aussi être une façon de les enfermer dans leur rôle de mère et de leur confisquer certains droits politiques, ou en tout cas à les restreindre à des fonctions reproductives assez peu émancipées. Mais quand même, dans la Bible, on disait dans la douleur, tu enfanteras. ça remonte à loin. Oui. Et il s'appuie, Gilead s'appuie tellement sur la Bible, parce que juste ce rituel du viol qui arrive une fois par mois, la femme appuyée sur les genoux, enfin plutôt la servante appuyée sur les genoux de la femme pendant qu'elle se fait violer par le commandant, ça vient directement de la Genèse. Parce que c'est le groupe qui a fondé Gilead, c'est les fils de Jacob, et Jacob a violé, pour ainsi dire, sa servante parce que sa femme ne voulait pas lui donner d'enfant. Donc, on est vraiment enfermé dans ce paradigme-là, puis je me dis, mais je reviens à ce que je dis, c'est un appel à la vigilance, parce que la droite religieuse est de plus en plus présente.
peut-être moins au Canada, mais aux Ouais. États-Unis, quand on pense qu'il y a des écoles créationnistes, c'est dangereux. Est-ce qu'on devrait, peut-être en terminant, à quel point on peut faire écouter ça à notre jeunesse? En guillemets, parce que c'est une série qui est difficile, on le C'est dit. violente. C'est violent, c'est agressif, c'est challengeant pour l'émotif et le cœur et l'esprit. Mais est-ce que c'est pas quelque chose d'important? On parlait d'héritage de cette série-là. Ouais. Jusqu'à quel point est-ce qu'on devrait, peut-être nos ados, Les accompagner. les accompagner Ouais. Les là-dedans? accompagner justement pour répondre à leurs questions, parce Ouais. que la pauvre Eden, justement, on n'a pas pu répondre à ses questions. Et Ouais. ça finit mal pour elle. J'en dis pas plus, mais c'est pour ça, moi, je pense que c'est important d'accompagner, justement, de ne pas laisser les gens dans l'ignorance. Parce que c'est souvent l'ignorance. Moi, je disais tout à l'heure, la religion, ça peut être dangereux quand elle devient un outil pour tyranniser les gens. Mais l'ignorance, c'est peut-être encore pire, justement. Ouais, puis moi je pense qu'au-delà, évidemment, c'est très difficile à regarder. Là. Toutefois, je pense qu'au-delà de la question des femmes ou enfin de la misogynie, cette série-là est très intéressante parce que c'est de façon plus large une réflexion sur le politique, sur la façon dont se construit le sujet politique à l'intérieur d'un régime donné, sur la fragilité de la démocratie libérale aussi, parce que c'est ça qu'on veut nous montrer. Dans la saison 2, il y a aussi toute la question du refuge, hein, qu'est-ce qui arrive quand on fuit chez soi et qu'on est séparé de sa famille. Là, dans ce cas-ci, c'est des gens qui fuient Gilead pour se réfugier au Canada. Ce sont des choses qui arrivent en ce moment, pas à des citoyens américains, c'est plus l'inverse. Mais néanmoins, je crois que ça soulève un grand nombre d'enjeux contemporains sur la façon dont on conçoit le politique. Puis il y a comme, de façon métaphorique, je crois que c'est très pertinent dans le contexte contemporain. Là. Donc, la série La Servante écarlate, Handmaid's Tale en anglais, va certainement continuer à faire jaser une saison 3, donc qui serait en cours. Manon, tu nous as dit ça tout à l'heure. Oh oui, ça a été annoncé en 2019, on devrait avoir à la 3e saison. Et le showrunner du film a dit qu'un certain personnage devrait être de retour. J'en dis pas plus pour ceux qui n'ont pas vu le dernier épisode. Aurélie, Anto, merci beaucoup. Manon, merci beaucoup. Je t'en prie. J'espère que ça vous éclaire un peu sur toutes ces réflexions autour de La Servante écarlate. Merci d'avoir été là.